Alors Milan, bien installé? Il y a un lycée français à Cape Town. Au fait, ton container est arrivé? Dis maman, on reviendra à Mexico? Mais alors, on parlera quelle langue à la maison? Et toi dans tout ça, ça va? Bienvenue dans L'expatriation au féminin, le podcast qui nous relie à travers le monde, avec le soutien de la Caisse des Français de l'étranger. Se soigner aux États-Unis est un épisode d'une série consacrée au sujet de la santé des expatriés dans le monde. Pour en parler, je me suis entretenue avec des expatriés qui m'ont raconté leur expérience et je vais échanger avec Jean-Christophe Pandolfi, référent de la CFE aux USA. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Amélie. Pouvez-vous vous présenter rapidement ? Tout d'abord, merci de me recevoir sur votre podcast. Donc, Jean-Christophe Pandolfi, j'ai 55 ans, je suis courtier en assurance et j'ai créé Santexpat en 2019 et on l'a lancé live en 2020. Donc, Santexpat, c'est un comparateur d'assurance santé pour les Français d'étrangers, où qu'ils soient dans le monde. C'est très digital, il y a de l'intelligence artificielle à plusieurs niveaux, tout ça pour simplifier. Donc, vous vous retrouvez avec la présélection de 3 offres. Vous pouvez aller bien au-delà si vous voulez, mais vous avez 3 offres qui vous ciblent parfaitement en fonction de votre profil. Pouvez-vous nous dire en quoi le système de santé est si spécifique aux États-Unis ? Le système de santé aux États-Unis est très différent de ce qu'on peut connaître en France. En France, on a un système public avec la sécurité sociale qui prend en charge tout ou partie de vos frais de santé. Et de manière générale, depuis votre plus tendre enfance, vous ne vous posez jamais la question: est-ce que je vais être bien soigné et combien ça va me coûter? Alors qu'aux États-Unis, vous vous posez toujours ces 2 questions. Parce que vous ne savez jamais si le diagnostic médical est motivé par votre santé ou par les intérêts financiers du médecin. Et deuxièmement, c'est une médecine qui a plusieurs vitesses et où vous avez de bons médecins et de moins bons médecins. Alors qu'en France, c'est assez linéaire, le niveau est c'est assez nivelé. Aux États-Unis, c'est pas le cas. Donc vous avez besoin tout d'abord d'une couverture d'assurance privée parce qu'il n'y a pas de système de sécurité sociale. Votre numéro de sécurité sociale aux États-Unis ne vous sert qu'à payer vos impôts ou ouvrir un compte en banque ou éventuellement avoir un crédit score. Mais en aucun cas à vous protéger socialement, soit en prévoyance, soit en santé. Donc vous avez besoin d'un contrat d'assurance santé privée si vous voulez être remboursé. C'est-à-dire que, je vous donne l'exemple. J'ai vécu aux États-Unis, j'étais à la fois expatrié et à la fois courtier en assurance là-bas. Donc, pas de système de protection sociale, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas assuré, vous avez un cancer, vous mourrez. C'est-à-dire que j'avais un voisin qui était mon voisin, donc était assis sur son banc devant chez lui, et il avait le cancer et puis il ne pouvait pas soigner parce que ça coûte 250 000 $. Et donc, il s'est laissé mourir, il est mort. Et je veux dire, c'est quelque chose qui est inacceptable et inconcevable pour un Français. Et le système de protection sociale privée, c'est-à-dire l'assurance privée à laquelle vous souscrivez soit au travers de votre employeur, soit à titre individuel, coûte extrêmement cher. Et en fait, il y a une inflation médicale qui est telle depuis le Covid, c'est-à-dire que l'inflation médicale est de 10 à 15% par an, un peu à cause de l'Obamacare. En fait, l'Obamacare avait un objectif qui était bon, parce qu'il fallait que tout le monde soit protégé. Sauf que l'Obamacare a été confié aux assureurs privés. Les assureurs privés qui ne sont pas philanthropes, ou qui n'ont pas du tout les mêmes considérations financières que le système de sécurité sociale français, c'est-à-dire qu'au début, ils ont dit: OK, gouvernement américain, vous êtes sympa, mais vous nous imposez des garanties qu'on n'offre pas ou qui sont très chères. Par exemple, un déplafonnement de la maternité qui peut coûter jusqu'à plus près de 100 000 $ aux États-Unis. Très bien, mais c'est un coût. Donc, on va le répercuter ce coût sur l'assuré. Et donc, 3 ans après l'Obamacare, les prix ont explosé et depuis, ça ne cesse d'augmenter tous les ans. Alors, je rappelle que l'Obamacare, c'est une loi qui a été votée durant la présidence de Barack Obama. Cette réforme amène de nouvelles obligations aux assureurs, puisqu'ils doivent proposer des garanties dans leurs contrats comme les services ambulatoires, les services d'urgence, l'hospitalisation, etc. Cette loi avait pour ambition de permettre au plus grand nombre d'Américains de bénéficier d'une couverture santé. Est-ce que l'Obamacare concerne les expatriés ? L'Obamacare concerne au niveau fédéral, donc au niveau de tous les États, au niveau des États-Unis, concerne tout le monde. Donc c'est une loi qui vous oblige à souscrire un contrat qui est ACA compliant, donc Obamacare compliant. Sauf que Trump a supprimé toutes les pénalités de ce contrat
Donc, si vous voulez, c'est une obligation. Vous êtes obligé de vous assurer, mais si vous ne vous assurez pas en Obamacare, vous n'avez pas de pénalité. Et certains États, comme la Californie, le New Jersey, le Massachusetts, le Rhode Island, ont remis en place ces pénalités au niveau de l'État. Donc, si vous voulez, dans ces 4 États que j'ai cités, et puis un cinquième qui est le Vermont, vous avez des pénalités fiscales à titre individuel. Donc, si à titre individuel, vous n'avez pas un contrat Obamacare compliant, je parle bien à titre individuel, hein, si vous êtes salarié d'entreprise et que vous avez un contrat d'assurance santé souscrit par votre assurance en France, à ce moment-là, il est compliant si c'est pas votre entreprise. Mais si c'est à titre individuel, ben, vous avez un risque de pénalité fiscale. Donc nous sommes partis aux US pour la carrière de mon mari. Et il a un contrat local aux États-Unis avec un expat package et son employeur, il nous avait rassuré qu'ils offrent une très bonne assurance maladie. Mais une fois sur place, on a compris que le système des assurances maladie aux US, ça n'a rien à voir avec le système en France. Ici aux US, en fait, c'est l'employeur qui paye une belle partie de ton assurance, mais il reste une autre partie pour toi à payer. En tout cas, pour nous, c'est le cas. C'est très cher et on a eu du mal à comprendre le système. Il y avait 3 niveaux de prix pour les différents plans, avec des montants mensuels à payer qui étaient... il y avait une énorme différence. Mais en fait, c'est pas comme en France où quand tu payes plus chaque mois, tu payes moins chez les médecins. La seule différence, c'est ici, avec les assurances maladie, tu as un deductible, c'est comme une franchise, et puis après, tu as un out-of-pocket max. C'est le maximum que tu vas payer de ta propre poche. Et donc, c'est en fait, plus que tu payes à l'année pour ton assurance, le moins haut ton deductible, ta franchise va être. Mais en gros, si tu ne prévois pas des grosses interventions médicales, c'est plus intéressant de prendre le plan le moins cher. Parce qu'une fois que tu as atteint ton deductible et ton out-of-pocket max, c'est là où ils vont te rembourser à 100%. Mais juste pour te donner une idée, pour moi, je pense que mon deductible, c'est genre $5,000 par an. Et le out-of-pocket max, c'est 1600, quelque chose comme ça. Et quand même, on paye de notre propre poche, je pense environ de $700 par mois pour notre assurance. Là, j'avoue que quand j'entends Lisbeth, on comprend que, en fait, il faut qu'elle dépense jusqu'à presque $7,000 de sa poche avant que les assurances, ça y est, couvrent les frais au-delà des $7,000, et qu'en plus, elle paye $700 par mois pour l'assurance. On parle vraiment, c'est ces ordres-là d'idées de prix? Oui, c'est vraiment ces ordres de grandeur à titre individuel, et $700, c'est certainement que pour elle. En fait, la grande majorité, donc plus de 90% des contrats d'assurance US disposent de deductible, donc de franchise, c'est-à-dire que dans son cas, les 7 premiers $1,000 sont à sa charge, et c'est à partir de $7,001 que l'assureur va prendre en charge $1. C'est-à-dire qu'elle va envoyer toutes ses dépenses à l'assureur, qui ne va pas les prendre en charge jusqu'à hauteur de $7,000, et ensuite il va prendre en charge. Et encore, elle n'a pas parlé de copayment, parce que à chaque acte, normalement, vous avez une participation au-delà du deductible, de la franchise, vous avez une participation, un copayment, une participation de l'ordre de 20% par l'assuré et de 80% par l'assureur. Il est rare que l'assureur prenne en charge 100%. Ça, c'est la règle aux US pour absolument tous les contrats, qu'ils soient individuels ou d'entreprise. Ensuite, elle a donné un conseil. Elle a dit, si vous ne prévoyez pas d'avoir une intervention, il vaut mieux prendre le plus petit premium. Mais dans la plupart des cas, quand vous avez un accident, vous ne le prévoyez pas. Et les grosses hospitalisations, en général, elles sont imprévues. C'est-à-dire qu'un accident cardiaque, un accident de voiture, etc., c'est pas prévu. Donc, c'est pas ce qu'on conseille de prendre le plus petit premium. Nous, ce qu'on amène avec ce rayonnement de l'excellence de la santé française, alors pourquoi la santé française est en capacité de faire des contrats sans deductible, sans out-of-pocket, sans copayment, avec des prix qui sont inférieurs à ces $700 qu'elle évoquait. Mais c'est pas seulement parce qu'on est philanthrope, mais c'est parce qu'on travaille beaucoup avec des mutuelles. Donc des mutuelles, c'est un esprit mutualiste, c'est des assureurs qui sont à but non lucratif.
donc qui ont une philosophie mutualiste et solidaire, et où il y a une mutualisation générale en fait de tous les premiums au niveau mondial. Donc ça nous permet d'avoir des tarifs qui sont moindres. Et ensuite, au niveau des dépenses, il y a des accords qui sont pris par les assureurs américains avec des networks, des réseaux de santé aux US, qui sont souvent désalignés avec l'intérêt de l'assuré. C'est-à-dire qu'à la fin du compte, c'est le network et le médecin qui facture, qui surfacture, l'assureur qui paye et qui reporte ses dépenses de santé sur l'assuré en fin de compte. Nous, ce qu'on a mis en place, c'est on travaille avec ces réseaux de santé aux US, mais en plus de ça, on a interfacé un cost container, c'est-à-dire une structure qui va vérifier chacune des factures. Plutôt que d'avoir un tarif annuel avec les réseaux de soins, elle va vérifier d'abord que chaque protocole correspond bien à la pathologie du patient et ensuite que la facturation est bien en adéquation avec ce protocole. Et on arrive à des niveaux de réduction qui sont de l'ordre de 54%. C'est-à-dire que là où un réseau de soins va vous dire, grâce à moi, vous avez, alors c'est Aetna ou United Healthcare, par exemple, pour les deux plus importants, aux US, Multiplan sur la Californie, par exemple, vous disent, ah ben grâce à nous, vous avez de 18 à 35% de réduction. En fait, on s'aperçoit que quand on négocie facture pied à pied, chaque facture, eh bien, on arrive à des niveaux de réduction qui sont bien moindres. Voilà pourquoi l'intérêt d'avoir une assurance à la française aux États-Unis, qui va vous couvrir sans deductible, sans copayment, sans out of pocket, avec des niveaux de primes qui sont moindres, mais tout en ayant accès aux réseaux de soins qui sont absolument indispensables. C'est-à-dire que ces réseaux de soins, si vous n'avez pas une carte d'assuré pour prendre rendez-vous chez votre médecin et pour que votre médecin soit en confiance pour dire je vais être directement payé par l'assureur, parfois il risque de ne pas accepter votre rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils sont absolument dépassés, c'est-à-dire qu'ils sont surchargés et ils n'ont pas envie de prendre le risque que vous ne soyez pas assuré. On a un système qui s'appelle un Health Savings Account. C'est un compte qui est très contrôlé. Et là, en tant qu'employé, tu as la possibilité de verser un montant chaque mois et c'est pre-tax money. Donc, c'est de l'argent qui n'est pas... ils ne prennent pas d'impôt dessus. Ça va dans un compte. Tu as une carte bancaire sur ce compte que tu peux utiliser uniquement quand tu es chez le médecin ou dans la pharmacie, ou en tout cas des choses qui sont très, très, très strictement contrôlées. Ça doit être lié à la santé et tu peux l'utiliser comme ça. Vous pouvez nous expliquer un peu plus ce que c'est que ce Health Saving Account? Health Saving Account, c'est un système donc, de financement privé de la santé. En fait, plutôt que de passer par un assureur, donc souvent, c'est des entreprises qui font des Health Savings Accounts. C'est ce qui se passe, par exemple, en Asie, on trouve beaucoup ça et c'était inspiré de là. Donc en fait, c'est des cotisations privées qui vont abonder un compte d'assurance qui va être défiscalisé pour l'entreprise et pour le cotisant employé et qui va servir à payer des dépenses de santé. Et ensuite, ce que font souvent les entreprises, c'est qu'elles se réassurent pour des coups durs. Par exemple, si on a une opération à 600 000 $, ce qui peut arriver, et que le fonds de l'entreprise ne dispose pas de ces 600 000 $, elle va s'assurer pour des excès au-delà de 100 000 $ par intervention, etc. Ce qui va diminuer le coût de l'assurance, avoir un impact fiscal assez intéressant pour l'entreprise et pour l'employé qui va pouvoir déduire fiscalement ses cotisations, et ensuite avoir le sentiment de ne payer que pour ce qu'il consomme et pas au-delà, et d'être réassuré, c'est-à-dire avec un système de réassurance, d'assurance qui arrive en deuxième ligne, uniquement pour les coups durs, pour les hospitalisations qui peuvent coûter très cher. Après, tout ce qui est prévention, c'est gratuit. Donc, une fois par année, tu as le droit de faire ça s'appelle un physical chez un médecin généraliste, ça s'appelle un primary care doctor. Donc voilà, ils vont tester, ils vont faire une prise de sang, regarder la tension artérielle, des choses très basiques. Tu peux amener ton enfant chaque année chez le pédiatre pour faire le contrôle chaque année. Pour aussi avoir tous les vaccins. Donc ce genre de choses, généralement c'est gratuit.
Pour moi aussi, en tant que femme, les mammographies à partir de 40 ans, c'est une fois par année, c'est couvert, j'ai rien payé. Par contre, ça a montré 2 masses suspects et donc je me suis fait 2 biopsies qui m'ont coûté très cher de ma propre poche. Et quand je dis très cher, c'est $1 600 de ma propre poche. C'est assez choquant et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, on te demande de payer, de te donner ta carte de crédit avant qu'on t'amène dans la salle où on va faire les biopsies. Donc c'est d'abord, il faut payer, après ils vont t'aider. C'est la carte de crédit avant d'être ausculté. Ouais, c'est ce qui est arrivé à nos clients le week-end dernier. Donc samedi soir, à 4 heures du matin, sa fille se casse le poignet, elle va aux urgences. Il appelle l'assistance envoie une prise en charge à l'hôpital. Il arrive à l'hôpital et la réceptionniste à l'hôpital dit OK, on a bien reçu votre prise en charge, on va opérer votre fille, il l'opère en urgence. Et puis ils ont dû s'apercevoir qu'il y avait une limite dans la prise en charge par rapport au devis qu'il y avait. Donc il y a la personne qui est à l'accueil, qui est en charge de la comptabilité de l'hôpital, qui est allée dans la salle d'opération où il y avait la fille avec le père, avec l'appareil à carte bleue et le devis, en disant voilà, ça fait 3 751 $, on a besoin au moins d'un acompte de 751 $ parce que la prise en charge qu'on a reçue n'était que de 3 000 $. Donc vous voyez jusqu'où ça va, hein. C'est-à-dire que sa fille était en train d'être opérée, lui il soutenait sa fille mineure dans la salle d'opération, la personne est allée avec le TPE, l'appareil à carte bleue, dans la salle d'opération pour encaisser les 751 $. Mais là, vous parlez de prise en charge, donc ça veut dire quoi? Que si, comme vous dites, je me blesse, je dois partir aux urgences, il faut que je vous appelle avant. Alors, vous arrivez aux urgences, vous avez 3 solutions. Soit vous n'êtes pas assuré, et à ce moment-là, vous êtes self-pay aux États-Unis. Self-pay, ça veut dire que vous avez un tarif spécifique, comme si vous n'étiez pas assuré, comme si vous êtes, alors c'est pas péjoratif, hein, comme si vous êtes un immigré et vous êtes un migrant et vous n'avez pas encore de carte d'assuré ou d'assurance. Et donc là, vous avez un tarif spécifique où l'État, l'IRS, enfin, c'est la taxe monnaie, donc les impôts vont participer au remboursement de l'hôpital pour ses frais. Et vous n'aurez que globalement 30%, en moyenne 30% du coût à payer. Soit vous êtes assuré et vous avez votre carte d'assuré. À ce moment-là, la personne à l'accueil de l'hôpital va être en capacité de vérifier si vous faites bien partie des réseaux de soins. Et à ce moment-là, elle va demander une autorisation soit par téléphone, soit par fax. Le fax est très utilisé en médecine aux États-Unis. Encore, c'est surprenant pour un pays comme les US. Très peu par email. C'est soit par téléphone, soit par fax. Soit vous n'avez pas de votre carte d'assuré et à ce moment-là, vous téléphonez à votre assisteur en France pour dire attention, je vais à l'hôpital ou je suis à l'hôpital. Est-ce que vous pourriez envoyer une prise en charge parce que ma fille va se faire opérer. Et à ce moment-là, nous, on envoie une prise en charge. En général, c'est dans les 2-3 heures qui suivent. Donc par exemple, moi j'ai une maladie auto-immune chronique depuis très longtemps. Donc j'ai dû, très vite après mon arrivée, j'ai dû chercher mon médicament. Et en fait, ils m'ont dit que mon médicament, il n'existe pas aux États-Unis. Donc on a d'abord dû chercher quelque chose plus ou moins pareil, qui existait, mais qui n'est pas sur la Preferred Drug List de mon assurance. Donc en fait, les assurances décident quels médicaments sont sur leur liste qu'ils veulent rembourser. Et si ton médicament n'est pas dans cette liste, mais tu en as besoin, tu dois demander à ton médecin de remplir beaucoup de formulaires et de les pousser pour faire une exception. Malheureusement, dans mon cas, ils ont refusé. Donc voilà, c'est quand même bizarre, hein. Donc je dois payer ça de ma propre poche parce que les autres médicaments qui sont sur la liste, pour moi, ils ne marchent pas. Comment on peut éviter cette situation? Pour les États-Unis, effectivement, il y a des accords sur les prescriptions médicales où il y a des traitements qui sont mieux remboursés que d'autres ou qui sont en accord avec, pour certaines pathologies, par les assureurs. C'est très difficile d'avoir un médicament qui n'est pas preferred qui soit remboursé à 100%. Alors que nous,
sur les contrats qu'on distribue aux États-Unis, la grande majorité de nos contrats remboursent les médicaments à 100%, quel que soit, qu'ils soient génériques ou pas. Souvent, dans les contrats américains, vous avez les génériques qui sont mieux remboursés que les non génériques, par exemple. Et donc, ça vous pousse, ça vous oriente, mais tout ça parce qu'il y a des lobbies du médicament qui poussent, qui ont des accords avec certains assureurs en disant, tiens, rembourse le mien à 100% et je te fais un prix, etc. Donc, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Vous êtes donc référent de la CFE aux États-Unis. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'offre la CFE? Alors, la CFE, en France, on est le seul pays au monde, et j'insiste, vraiment le seul pays au monde à avoir une extraterritorialité de son système de protection sociale en santé. Donc, la Sécu, vous pouvez en disposer partout dans le monde, grâce à la CFE. Alors, l'inconvénient, c'est que, l'avantage, c'est que vous bénéficiez de ça partout dans le monde. L'inconvénient, c'est que la France est un des pays les moins chers en termes de coûts de santé. Donc, aux États-Unis, où les coûts de santé sont globalement 10 fois plus chers qu'en France, voire 20 fois plus chers pour certaines pathologies, le remboursement, le niveau de remboursement de la CFE n'est pas suffisant pour couvrir l'intégralité du coût de santé. La CFE fonctionne par région dans le monde. Les USA, c'est la zone 5 qui est couverte globalement à 19%. C'est-à-dire que globalement, 19%, alors en hospitalisation, c'est 19% de frais d'hospitalisation qui sont couverts. Et si vous avez des frais supplémentaires, par exemple, vous avez une hospitalisation à 100 000 $, si vous n'avez que 19 000 $ qui est couvert, vous avez 81 000 $ à votre charge. Donc, il vous faut absolument une assurance complémentaire. Donc, la CFE n'est pas extrêmement pertinente en soi pour les soins aux USA. Néanmoins, elle est très importante pour les Français aux USA lorsqu'ils rentrent en France. Parce que le Français aux USA qui rentre en France, d'une part, il est toujours assujetti à la sécurité sociale, il dispose d'une carte vitale, donc il fait totalement partie du système de soins français, il aura des tarifs réglementés français, il pourra rentrer quand il veut, pour des affections de longue durée, des cancers, etc., il rentre en France, il est couvert à 100%. Je veux dire, ça n'existe nulle part dans le monde. Et ça, c'est le gros avantage de la CFE. Donc, ce qu'on préconise, au moins pour les Français aux USA, c'est d'être couvert sur le produit France Expat de la CFE. Donc, la CFE a plusieurs produits. France Expat ne vous couvre que pour les soins en France. C'est-à-dire, vous êtes aux USA, vous rentrez en France de manière provisoire pour l'été, pour les vacances. Vous vous faites soigner, vous êtes couvert à 100% pour les affections de longue durée, vous disposez d'une carte vitale comme si vous étiez en France et vous êtes bien couvert. Vous êtes aux USA et vous rentrez parce que vous n'avez plus de visa, parce que vous avez eu un coup dur aux USA et vous rentrez en France. Lorsque vous rentrez en France, si vous n'avez pas la CFE, vous avez un délai de carence de 3 à 6 mois pour être à la sécurité sociale. Alors qu'avec la CFE, vous n'avez pas de délai de carence. Et vous êtes aux USA, vous avez une pathologie lourde, une affection de longue durée, un cancer. En général, vous préférez être entouré de vos amis, de votre famille, d'avoir un corps médical qui parle français pour comprendre vos symptômes dans votre langue maternelle, pour que vous puissiez comprendre le diagnostic dans votre langue maternelle. C'est quand même beaucoup plus simple. Et grâce à la CFE, vous allez être pris en charge à 100%. Pour ma fille, j'aimerais bien rajouter que, en fait, comme là aujourd'hui, voilà, elle se sent pas bien, elle a le nez qui coule, elle a mal au ventre. Ici, je vais pas chez le médecin très vite. En fait, la dernière fois qu'elle était malade, c'était en mars, et elle était vraiment malade. Elle avait une fièvre de 40 degrés, mais franchement, tu ne vas pas chez le médecin. Les enfants, ils font des fièvres, ils font des états de grippe, machin. Si je peux m'éviter de payer $200 de ma propre poche pour après entendre que non, votre enfant, elle a la grippe, il faut donner de la Doliprane, un produit contre le tout, un sirop. Franchement, je sais quoi faire. Donc, vous avez donné des conférences avec la CFE à New York et Miami. C'était comme des tours de table où vous avez entendu les Français qui vivent aux États-Unis. Est-ce que vous avez entendu ce genre de témoignages de gens qui vous disent finalement ça coûte tellement cher que moi je vais plus chez le médecin? Alors c'est là où le système est pervers. Donc par exemple, si vous êtes salarié chez Coca-Cola, le premier jour où vous arrivez chez Coca-Cola, vous avez un guide d'automédication qui vous est remis. C'est-à-dire, si vous êtes malade, qu'est-ce que je dois faire?
Mais ça va assez loin. C'est-à-dire, pour une petite grippe, c'est ce qu'elle disait, hein, pour une petite grippe, vous n'allez pas chez le médecin, quoi. On vous dit, vous prenez de Doliprane, vous restez au lit, vous attendez que ça passe. Et voilà pour beaucoup de choses. Donc on pousse vraiment à l'automédication. On ne pousse pas les gens à aller se faire soigner. Euh, Au niveau on l'a eu avec la pandémie, hein, on n'a pas envie qu'il y ait des contaminations. Donc en fait, nous, c'est pour ça qu'on simplifie la télémédecine, c'est-à-dire téléconsulter, c'est gratuit. Euh, donc il n'y a pas de copaiement. Donc sans rester à la maison, à se soigner, attendre que ça passe et avoir peur d'aller consommer, la téléconsultation, on pense que c'est la bonne solution et 100% de nos clients ont un service de téléconsultation, quel que soit l'assureur qu'ils aient. Après, si on a une vraie urgence, si possible, tu vas aller dans un urgent care qui a des heures d'ouverture un peu différents par rapport aux médecins de famille. Parce que quand tu vas aux urgences, ça peut te coûter mais vraiment hyper cher. Si possible, tu vas pas aux urgences, tu n'appelles pas l'ambulance, mais tu prends un Uber pour y aller. J'ai une amie, sa fille avait 4 ans et elle avait avalé un jouet à l'école. Et l'école lui a demandé est-ce qu'on peut appeler une ambulance? Et elle a dit mais oui, mais s'il vous plaît, pourquoi vous l'avez pas encore fait? Ben ouais, parce que en fait, c'est mieux de prendre un Uber. Donc elle est partie en panique en Uber avec sa fille qui était en train d'étouffer. Heureusement, tout s'est bien passé. Mais c'est important à savoir quand on vit aux US. Quelle est votre lecture de ce témoignage? Alors l'urgent care, c'est un bon réflexe. Ça coûte moins cher que les urgences. Moi, si vous voulez, toujours dans ma rue, c'est passé beaucoup de choses. Mais c'est vrai. J'ai le fils de mon voisin qui tombe dans la rue, il était en trottinette, il se casse deux dents. J'ai pas pensé une seconde que c'était des dents de lait. Et je me suis dit, mince, il s'est cassé les dents. Donc, il est tout seul, ses parents n'étaient pas là. Donc, j'appelle le 911. Donc, c'est les pompiers pour qu'ils viennent le récupérer. Et sur ces entrefaits, les parents arrivent. Et je dis, mais vous inquiétez pas, j'ai appelé 911. Il dit, quoi, tu as appelé 911? Ils ont vite appelé pour décommander parce que ça allait leur coûter 1500 $. Voilà la réaction. Donc, avant de se préoccuper des dents de l'enfant, de la santé de l'enfant, ils se sont préoccupés des coûts associés. Et ça m'a surpris. Donc, en fait, Urgent Care, comme elle le dit, hein, donc c'est un centre, c'est pas des urgences, mais ça coûte moins cher. C'est comme des médecins qui sont ouverts 24/7, 24/24, 7 jours sur 7, souvent ou à des heures vraiment étendues. Et ça vous coûte moins cher, c'est le prix d'une consultation, parfois un peu plus, et c'est relativement bien couvert par les assurances. En tout cas, c'est mieux que les urgences. Nous, ce qu'on préconise vraiment, c'est d'appeler le service d'assistance, donc qui est 24/24, 7 jours sur 7. C'est ce qu'ont fait les parents de cette gamine la semaine dernière qui fait de la compétition de tennis aux États-Unis et qui nous a appelé, qui a dit, écoutez, il se passe ça, qu'est-ce que je fais, je vais où? Et on lui a indiqué l'hôpital qui était spécialisé pour l'orthopédie des membres supérieurs et donc qui allait la soigner au mieux. En termes d'orthodontie, j'ai l'impression qu'ici, ça commence plus tôt qu'en France. Là, ma fille, elle a 10 ans et il y a beaucoup de copines qui n'ont pas encore changé tous les dents, qui sont chez l'orthodontiste. Et là, on parle pas du rapport prix parce que ça coûte extrêmement cher. Et la première fois que j'ai amené ma fille chez le dentiste pédiatrique ici, en fait, j'ai été vraiment embêtée parce que, en fait, on a demandé ma fille, ouais, tu aimerais bien aller voir un orthodontiste ou est-ce que ça te dérange pas du tout tes dents comme ça? Et je me suis dit, mais non. Elle avait quoi, 8 ans à peu près, 7 ans. On va pas lui donner des complexes juste parce que ses dents sont pas encore parfaits. Et moi, j'ai choisi d'attendre. Alors, je crois que les Américains et le dentiste, c'est une histoire d'amour. Quels sont vos conseils à ce sujet-là? Premier point, le dentaire et l'optique sont jamais inclus dans les contrats d'assurance américains. C'est-à-dire que même dans l'Obamacare, c'est pas inclus, c'est des contrats supplémentaires ou complémentaires. Donc la tradition, c'est plutôt que pour tout ce qui est optique et dentaire, les gens payent pour ça. Ils ne sont pas assurés. Ça, c'est la culture. Après, au niveau de la culture dentaire, donc on voit bien, hein,
Il n'y a pas qu'à Hollywood, tout le monde a les dents parfaites aux États-Unis et tout le monde fait de l'orthodontie là-bas. En France, donc, on a cette culture française où l'orthodontie est prise en charge à 100% si les soins orthodontiques débutent avant 16 ans, avant les 16 ans de l'enfant. Et nous, c'est inclus dans tous nos contrats, enfin dans nos contrats d'assurance. Notre couverture n'est pas suffisante pour les soins aux US. Aux US, un soin orthodontique, ça va coûter, sur la durée, en général, c'est 2-3 ans dans un cas extrême, ça va coûter dans les $10 000. Donc ça vaut entre 5 et $10 000 selon l'importance du cas. Et nous, généralement, on couvre 2600 € par an. Donc on couvre 100% pour les cas les plus simples et 50% pour les cas les plus extrêmes. L'orthodontie pour les adultes n'est jamais couverte dans nos contrats et elle nous est souvent demandée parce que les Américains font, c'est-à-dire que quand on est français, qu'on n'a pas vraiment fait attention ou qu'on n'a pas trop fait de soins orthodontiques lorsqu'on était adolescent, lorsqu'on est aux États-Unis, on est un peu complexé, on veut les faire. Et là, ça coûte cher. Et c'est pas pris en charge, jamais. Mais je pense qu'il y a 7 sur 10 Américains qui prennent au moins un médicament sur ordonnance. Donc le peuple américain, c'est un des peuples le plus malade du monde. Et voilà, si tu vois comment ici aux États-Unis, il y a des gens qui tombent malades, qui doivent vendre leur maison parce qu'ils n'ont pas une bonne assurance, je ne sais pas quoi, c'est un vrai problème. Qu'est-ce que ça vous inspire ? 50% des cas de faillite personnelle aux États-Unis sont dus à des dépenses de santé. La consommation médicale explose aux États-Unis. C'est-à-dire qu'elle était déjà très importante. Donc on vous donne, on a tous vu ce reportage sur les antidouleurs où on vous prescrit des antidouleurs pour tout et pour rien et ensuite vous devenez addict complètement et ça fait les fortunes de pas mal d'entreprises dans la santé aux États-Unis. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, on a plutôt tendance à chercher à régler les problèmes avec des médicaments ou avec des consultations. Nous, on voit depuis le Covid, on a une explosion des consultations psy. Et la consultation psy, on le voit, nous, dans nos statistiques, génère énormément de dépenses médicamenteuses inhérentes à la psy. Donc, effectivement, aux États-Unis, énormément de médicaments pour tout et pour rien. Si vous avez un enfant qui est ADHD, donc qui est un peu avancé ou qui est un peu surexcité, on va lui donner des médicaments. Le moindre pépin, on vous donne des médicaments parce que comme vous payez très cher la consultation, il faut le justifier par une prescription. Parce que si on vous dit non, vous avez rien, vous allez dire tiens, j'ai payé $200 ma consultation alors que finalement on me donne rien. Donc en fait, la prescription va justifier le coût de la consultation. Et en général, là-bas, on n'a pas peur de vous surmédicamenter. Et donc, je reprends les antidouleurs des années 2000, mais aujourd'hui, c'est la même chose avec tout type de médicaments, quoi. Vous êtes surdosé, vous voyez vous le voyez dans les films avec toutes ces boîtes oranges, il y en a toujours plein dans les pharmacies, donc on vous prescrit énormément de médicaments, et puis bon, c'est des coûts énormes, mais après, l'impact sur la santé individuelle est peut-être pas très bon, quoi. En France, on aurait plutôt tendance à faire l'inverse, à sous-prescrire en fait. En France et dans le monde, la médecine alternative, médecine chinoise, etc., ayurvédique, se démocratise. Aux États-Unis, pas du tout. On est vraiment sur le médicament. Avant de nous quitter, j'aimerais vous faire écouter ce témoignage d'Isabelle, qui est pharmacienne expatriée aux États-Unis. Bonjour, alors je suis Isabelle Guglielmi, j'habite aux États-Unis en fait depuis 16 ans et je suis docteur en pharmacie et j'ai créé donc le site Amérique Santé parce qu'en fait pour moi en tant que pharmacienne c'était comme une évidence qu'il fallait que j'explique un petit peu ce choc culturel qu'on a tous quand on arrive aux États-Unis. Et ce qu'il faut savoir c'est que les naturopathes ici aux États-Unis sont des médecins ND. Et ces médecins, en fait, donc ils ont le terme de médecin et ils ont quand même suivi un cursus d'au moins 8 ans d'études, ce qui leur donne pas mal de crédibilité. Alors, ils sont pas souvent inclus dans les systèmes d'assurance, donc ils seront pas remboursés, mais les assurances, en fait, vont prendre en compte
souvent la consultation et l'inclure dans leur déductible. Donc, moi, je donnerais le conseil que face à une maladie chronique ou un passage un peu difficile dans la vie, faire appel à ces médecins dits naturopathes est une bonne alternative. Il y a aussi tout un mouvement qui s'appelle la médecine fonctionnelle qui va s'attaquer en fait à essayer d'améliorer la vie quotidienne des patients en s'attaquant et en cherchant surtout ce qu'ils appellent les root causes, les causes en fait des maladies chroniques. Donc ça peut être une bonne alternative en fait, notamment en cas de maladies métaboliques, maladies auto-immunes, etc. En fait, toutes les maladies chroniques. Voilà, notre épisode se termine. J'étais vraiment ravie d'échanger avec vous, Jean-Christophe. Je rappelle que vous êtes référent CFE aux États-Unis et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup Amélie, le plaisir est très sincèrement partagé et n'hésitez pas à nous solliciter, on aurait grand plaisir à répondre à vos questions, même pour d'autres pays que les USA. Et bien sûr, vous pouvez nous contacter sur santexpat.fr. Au revoir. Et je rappelle que si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à liker et laisser des commentaires. C'est un soutien précieux qui nous aidera à produire du contenu toujours plus pertinent pour les expatriés. Ce podcast est produit par Expat Communication, l'éditeur de femmexpat.com, avec le soutien de la Caisse des Français de l'étranger.